Là, c'est un réseau qui fonctionne avec des fax. C'est vrai, en passant. Oui. Sans fax, Oui. le réseau s'écroule, là, actuellement, je vous le dis. Question, il vient d'où, là? Le manque est-tu apparu dernièrement? Non, malheureusement, ça fait des années qu'il s'installe. Malheureusement, les coupures, c'est de plus en plus intense. L'autre chose également, c'est que les patients, nos patients, ils sont malades de maladies de plus en plus complexes. Au revoir, t'as été une bonne sœur pour moi, je te remercie. J'ai trouvé ça tellement touchant, ce moment-là. Eh oui. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un métier fabuleux. Et ça, là, ça paraît nulle part dans les statistiques du réseau. Hein? Jamais le ministre va savoir qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là. Ça paraît dans aucune statistique. Mais c'est pourtant l'âme même de notre travail. C'est de soigner des gens. Le vieux cliché du médecin qui sait tout, qui est tout puissant, qui contrôle tout. Je veux dire, en 2025, c'est plus vrai, là. On a toujours besoin d'une équipe. Grand plaisir de vous retrouver pour un autre épisode du podcast C'est malade, qui est une initiative de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Aujourd'hui, on va parler de médecine interne avec un interniste qui est aussi au conseil d'administration de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Dr Duong. Merci d'être là. Docteur Cormier. Oh mon Dieu, vous me faites tout qu'un honneur. Personne ne m'appelle docteur. Mais non, j'attends mon doctorat honoris causa. Il va arriver un moment donné. Sois patient. J'ai attendu longtemps, ça a valu la peine. Non, mais j'ai envie de t'entendre parce que tu as déjà côtoyé un médecin spécialiste. Ah oui, t'es déjà entré dans le système. J'en ai eu besoin oui, pendant un certain temps. Ouais. Puis d'avoir ta perspective, non pas artistique, mais ta perspective citoyenne. Je trouve que tu es un gars qui a un regard, un certain détachement sur les choses sans être un news junkie en bon français. Tu t'intéresses quand même à certains enjeux, puis de par ta position, je veux dire, tu observes ce qui se passe autour de toi. Oui, j'ai pas le choix. Là. On essaie de suivre quand même, mais des fois, j'ai l'impression de vivre comme, je veux dire, en dessous d'une roche, comme un ermite, parce que j'aime bien être dans ma petite bulle. Tout ça, je comprends. Puis je me fais reprocher d'ailleurs par mon entourage. J'ai comme, non, mais tu sais pas, c'est passé ci, c'est ça. Puis là, je suis comme, ah ouais, OK. Mais ça, c'est mon petit côté créatif là, qui part dans. Mais on t'aime de même. Dans le grotte, Moi, je t'aime mais aujourd'hui, je vais remettre les pendules à l'heure. Là. Exact. Ça peut être le fun. Docteur Duong, c'est quoi un interniste? C'est quoi de la médecine interne? Je m'en doute, mais j'aimerais que vous puissiez le résumer parce que j'ai l'impression que ça combine plusieurs aspects de la santé humaine. Oui, c'est vrai. La médecine interne, c'est une spécialité à part entière. Donc, ça veut dire généralement, on va à l'école de médecine pendant 5 ans. Et puis après ça, on peut devenir omnipraticien pendant 2 ou 3 ans, ou on peut devenir spécialiste. Là, ça prend 5 ans de plus. Et la médecine interne est une des spécialités. C'est toujours un peu délicat à expliquer, là, c'est quoi le champ d'expertise de la médecine interne. Parce que quand on dit, par exemple, un cardiologue, tout le monde sait, c'est le spécialiste du cœur. C'est ça. Un pneumologue, c'est le spécialiste des poumons. Le spécialiste en médecine interne, c'est un peu un ensemble de toutes ces spécialités-là. Et on va s'occuper, par exemple, des maladies qui affectent plusieurs organes en même temps. Ah oui. Donc, justement, le diabète, par exemple, ça peut atteindre les reins, ça peut atteindre le cœur. Et donc, quand chez la même personne, il y a toutes ces atteintes-là, le spécialiste en médecine interne est souvent demandé pour s'occuper de l'ensemble des problèmes. Des fois aussi, il y a le fameux Dr House là, de la série télévision, où des fois, il y a des patients puis on ne sait pas exactement quelle maladie il a. Il a des symptômes, c'est un peu étrange. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Vous êtes un peu un enquêteur. Oui, voilà. Donc, c'est cet aspect-là aussi. Diriez-vous que, comme interniste, vous êtes un peu un spécialiste du diagnostic? Oui, alors justement, c'est une des spécialités, une de nos forces, parce que justement, on aime ça. On est des petites bibites des fois, là. Puis quand c'est un peu curieux, quand c'est un peu étrange, on aime ça. Puis nos collègues vont nous appeler, justement, en consultation pour ce genre de cas-là. C'est méconnu comme pratique, comme spécialité? Pourtant, vous savez, là, on est nombreux en médecine interne. Hein. On est plus que 500 spécialistes en médecine interne. On est une des plus grosses spécialités, mais c'est vrai que c'est moins connu.
Et puis, moi, je me dis, là, je suis chauvin, hein, je l'assume, là, mais c'est une belle spécialité, puis j'espère que ça va être plus connu. Ça me donne l'impression que c'est comme si vous sortiez un petit peu comme si vous faisiez un pas de recul, parce que, oui, mettons, un cardiologue va étudier tout ce qui a attrait au cœur, puis il va connaître là, les moindres détails, mais votre spécialité, c'est plus comme, regarde, zoom out un peu, puis tu vois tout le système qui marche ensemble. Les interconnexions entre les différents organes, les différents composants. La collaboration en médecine interne, c'est important parce que vous redirigez les patients, vous connectez ou vous unissez les forces de certains spécialistes entre eux pour qu'ils puissent régler des problématiques parce que vous avez justement décelé la connexion entre deux pathologies. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une façon intéressante de voir ça parce que un autre aspect de notre travail, c'est qu'on va travailler en collaboration avec d'autres spécialistes. L'exemple typique, ça, c'est les chirurgiens. Les chirurgiens, ils opèrent des patients, ils enlèvent l'appendice, ils enlèvent une tumeur. Mais souvent, ces patients-là, ils ont d'autres maladies en partant. Ils sont diabétiques, ils sont malades du cœur. Et puis, pour tout cet aspect-là, qui ne concerne pas la chirurgie, nous, on va les aider, on va les accompagner avec eux. Et donc, le travail d'équipe, là, les internistes, on aime ça. Ça fait partie de notre travail. Tu as eu à côtoyer des ORL dans ta vie? Oui. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai des bons amis qui m'ont révélé des secrets sur ta vie dans le système. Pneumologue, ORL, j'ai tout eu ça parce que j'avais une espèce de cocktail là, de symptômes. Depuis ma naissance, là, j'avais comme beaucoup des allergies respiratoires. J'ai été diagnostiqué asthmatique. Très tôt dans ma vie, j'avais des petites pompes, Ventolin, etc. Puis un moment donné, j'ai commencé à gagner ma vie avec ma voix. Puis ça peut être de l'usure là, à moyen long terme. Là, à un moment donné, les tournées, ça devient intense. Ça n'a rien à voir avec les verres d'alcool qu'on boit. Puis je sais pas pourquoi tu me regardes comme ça. Puis ils vont t'aider. Puis c'est sûr que au moment où on te rentre, par exemple, une caméra dans le nez puis que ça descend dans la gorge, tu dis OK, je pense que là, ils ont étudié pas mal là, pour faire ça. Merci la technologie. Mais tu sais, c'est fascinant, là, tout ce qui se passe. Étais-tu un patient qui posait beaucoup ou es-tu un patient qui pose beaucoup de questions? Oui, vraiment. Je me rends compte que j'ai toujours été super attiré par la science, même si on dirait que moi, je travaille dans un milieu qui est un peu à l'écart de ça. Remarque, c'est pas si vrai que ça, parce qu'on sait avec quoi on joue, des fréquences sonores, tout ça, mais je dis tout le temps à la blague que moi, je vais passer ma vie à travailler avec des matériaux qui sont invisibles. Je trouve ça vraiment fascinant. Mais je me rends compte que depuis très longtemps, là, je suis devenu un peu docteur Cormier à la blague, parce que j'étudie beaucoup. Depuis un certain temps aussi, j'étudie la spiritualité, puis la pleine conscience, puis le bien-être. C'est qu'au final, à travers le bien-être, tu apprends qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui peut aider ton corps à aller mieux. On est toujours très intéressé par ce qui va nous aider finalement à performer, par exemple, nous autres sur scène. On parle beaucoup de notre système de santé, Dr. Duong. Qu'est-ce que, en étant dedans, là, je veux dire, sans faire de jeu de mots, vous êtes interne dans le système, en étant interniste, vous le vivez de l'intérieur. Qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir vous épanouir dans votre médecine puis dans votre pratique, pour pouvoir soigner les patients à la hauteur de leurs attentes, de leur dignité? Manque-tu de quoi? Il manque un petit peu de tout, malheureusement. Ça dépend de la spécialité. Moi, j'ai des collègues chirurgiens. Je veux dire, ils ont passé 10 ans à parfaire leurs habiletés, leurs connaissances. Et ils ont sacrifié beaucoup de choses pour arriver à ce niveau d'expertise-là. Puis là, pour finalement s'accomplir, ils sont prêts, mais ils ont besoin d'un bloc opératoire. Ils ont besoin d'une infirmière spécialisée pour la chirurgie. Et puis, on ne leur donne pas. J'ai des collègues à moi, ils travaillent en Outaouais. Là. Il y a un hôpital en Outaouais. Il y a une seule salle d'opération qui est ouverte. Et puis, il opère une fois par mois. Fait que, je veux dire, imaginez, là, vous avez passé 10 ans de votre vie à vous former, puis tout ce qu'on vous offre après, c'est de vous aller opérer une fois par mois. Fait que ça, c'est un exemple. Mais moi, personnellement, des fois, ce dont j'ai besoin, c'est même pas des choses high-tech. Des fois, là, je demande un bureau, 2 chaises, un ordinateur. Puis même ça, des fois, on a la difficulté à obtenir ça. Ouais. Fait que ça m'inquiète que... Je veux dire, là, on est presque en train de parler de papeterie. Là. Je veux dire, les enjeux sont réels. Puis là, on est plus loin que le bloc opératoire. On est en train de parler de... Oui.
Des choses très concrètes, là. Ouais. C'est même pas spécialisé, là. Je veux dire, c'est la base pour n'importe qui travaille. Quand vous constatez ces manques-là, est-ce que vous êtes épuisé, découragé? Bien, par bout, je veux dire oui, c'est vrai. Mais justement, si on est là aujourd'hui pour parler de ça, c'est parce que c'est important pour moi de préserver cette relation-là. Parce que oui, je fais partie d'un syndicat de médecins, là, je m'assume complètement, mais là où je me sens bien, là, c'est dans mon bureau avec mon patient. Puis là, on se parle, comme toute une expérience. Là. Puis je lui parle de son état de santé, puis j'ai vraiment l'impression que je me sens utile, que je fais une différence, puis je veux préserver ça. Mais pour le préserver, des fois, il faut des ressources. Mm-hmm. Il faut des fois des ressources matérielles, des ressources technologiques. Des fois, c'est une équipe. Une équipe, là. Moi, je soigne des patients diabétiques. Puis il y a une patiente qui est diabétique, qui est enceinte. Puis le diabète, vous le savez, hein, ça passe beaucoup par l'alimentation. Ouais. Mais cette patiente que j'avais, elle n'était pas chanceuse parce qu'elle avait beaucoup de dégoût alimentaire. Hein? Puis je ne lui jette pas la pierre du tout. Il y a des gens qui sont comme ça, ils n'aiment pas le poisson, ils n'aiment pas... Bon. Mais là, à un moment donné, comment allier l'alimentation pour le diabète avec tous ces dégoûts alimentaires? Moi, là, j'avais atteint mes limites. Là. Mais ça me prend un nutritionniste. Ouais. Puis la nutritionniste, c'est parce que le problème, elle est tombée malade puis elle n'a jamais été remplacée. Donc, je n'ai pas les outils, je n'ai pas le personnel, je n'ai pas l'équipe dont j'ai besoin pour soigner cette patiente-là qui a besoin d'être soignée. Ce n'est pas de sa faute, elle est née comme ça, mais est-ce qu'on peut lui donner justement l'experte dont elle a besoin? Je fais une analogie super ludique et enfantine, mais je vous entends, j'ai l'impression, vous me parlez d'une voiture qui n'a pas de roue. Mm-hmm. Ou du moins qui en manque une de temps en temps. Le moteur est là, tout, mais... c'est une équipe. Puis tu sais, il y a le vieux cliché du médecin qui sait tout, qui est tout puissant, qui contrôle tout. Je veux dire, en 2025, c'est plus vrai, là. La technologie, les connaissances font qu'il n'y a pratiquement aucun médecin spécialiste qui peut se dire « Moi, tout seul, là, je vais le soigner, mon patient. » On a toujours besoin d'une équipe. Et ça, c'est ça qui nous manque le plus en 2025. C'est ça qui est dommage. Je poserais juste une question comme ça, là, vite. Il vient d'où ce manque-là? Y a-tu toujours existé ou il apparaît là parce que, je sais pas, on a formé peut-être trop de spécialistes? On a-tu trop ou pas assez de gens? Y a-tu trop d'hôpitaux? Je sais pas, je cherche des questions. Il vient d'où, le manque? Es-tu apparu dernièrement? Non, malheureusement, ça fait des années qu'il s'installe. Malheureusement, les coupures, c'est de plus en plus intense. Ouais. L'autre chose également, c'est que nos patients, ils sont malades de maladies de plus en plus complexes. Ah oui. Avant ça, vous savez, les gens ne connaissaient pas les hôpitaux. Ils rentraient une fois pour une pneumonie ou une fois pour accoucher. Puis ensuite, ils revenaient d'un infarctus. Puis malheureusement, ils décédaient jeunes. Ouais. Là, c'est plus le cas. Ouais. Là, ils vivent longtemps, mais en vivant longtemps, des fois, ils ont plusieurs maladies. Puis, encore une fois, quand il y a plusieurs maladies ensemble, c'est bien rare qu'un seul médecin, aussi bon soit-il, va réussir à faire une différence. Oui. Il a besoin de son équipe. Puis, c'est ça, parce que nous, cette valeur, je veux dire, on sait, là, on a été formés, on sait que dans un système qui est bien rodé, bien organisé, on pourrait vraiment faire une grosse différence. Donc, il y aura eu, à un moment donné, un croisement plus de maladies complexes et en même temps que certaines coupures, puis moins de sous. Oui. Il y a moins y a-tu moins de sous injectés ou il y a le même niveau d'injection d'argent, mais il y a plus d'effectifs? J'ose imaginer aussi qu'il y a des bâtisses qui tombent en décrépitude, on l'entend là, dans certains hôpitaux, etc. Là. C'est ça. Il y a un déficit d'entretien, ça on le sait tous. Ouais. On le voit, les hôpitaux qui sont vétustes. Ouais. Mais c'est pas simplement une question d'argent. OK. Il y a aussi une volonté d'innover, de faire autrement. Ouais. Puis ça, on est parfaitement conscient qu'on ne peut pas juste mettre de l'argent plus, faire travailler les gens plus. Il y a une façon de s'organiser.
Puis là, ben, la caricature, tout le monde la connaît. Là. C'est un réseau qui fonctionne avec des fax. C'est vrai, en passant. Oui. Sans fax, Oui. le réseau s'écroule là, actuellement, je vous le dis. C'est fou, ça. Mais y a-t-il moyen d'intégrer des outils technologiques? Il y a des outils technologiques, on peut se texter des fois des informations entre collègues. Y a-t-il moyen de faire des plateformes qui soient sécurisées, mais en même temps, qui fait que l'échange d'informations se fait de façon fluide, puis au bout du compte, on va en sauver de l'argent. Oui, c'est ça. On va en sauver Vous êtes en faciliter. train de me dire qu'on va sauver de l'argent avec une transition numérique? Oui. Non, mais je veux dire, là, puis j'ai pas envie de rentrer dans... puis de faire une étude complète, mais est-ce qu'on a, selon vous, les capacités d'amener justement ces nouveaux outils-là, des outils collaboratifs, modernes, fluides, numériques, informatiques, infonuagiques, peu importe, et que ce virage-là soit à la hauteur de ce que vous voulez apporter comme modification et comme efficacité au système? Ben, non seulement j'y crois, mais je vous dirais, ça presse. Je veux dire, on achète un billet d'avion maintenant sur notre cellulaire. On fait des transactions bancaires sur notre cellulaire. Ça prend 2 secondes. J'ose croire que c'est quand même relativement sécuritaire, mais pour le réseau de la santé, pour une raison qui m'échappe complètement, c'est encore papier, crayon, fax. J'avais jusqu'à tout récemment une pagette. Ouais. Tu sais, une pagette, là, moi, j'avais de l'air niaiseux quand je me promenais avec ça parce que les jeunes disaient « Ah, c'est quoi ça, là? » Puis là, ils nous disaient « Ah, t'es un pusher, hein, tu vends de la drogue. » Ben oui, c'est ça. Même les gens qui vendent de la drogue le font autrement qu'avec Ouais, une pagette. ça se fait plus comme vrai, ça. ça? Fait que- Je sais pas. Pourquoi tu me regardes? Puis après, L'artiste, man. Si on parle d'outils, c'est drôle parce que l'autre jour, j'ai eu une petite urgence oculaire. Puis là, j'ai appelé Info Santé. Puis la dame super gentille, à 3 heures du matin, elle m'a dit, regarde, peut-être l'urgence, mais elle dit, si t'es capable demain d'aller voir un optométriste, puis c'est la fin de semaine, finalement, j'ai trouvé quelqu'un. Je suis allé, puis j'ai demandé à la dame, à l'optométriste, est-ce que je peux enregistrer ce que vous me conseillez? Avec un outil d'intelligence artificielle, j'ai enregistré la conversation. L'AI me l'a résumé, m'a donné comme la posologie, le nom du médicament, les moments précis où qu'elle le prendre, si jamais il y a une complication, les coordonnées. Il m'a comme organisé un beau petit guide de l'infection dans l'œil. Puis je suis comme, wow! Et je savais que c'était véridique parce que ça venait de ses propres dires, mais l'AI a rajouté quand même quelques petites infos supplémentaires. Des fois, je veux dire, tu as les recommandations d'un médecin, ça fait beaucoup de choses. Tu viens de recevoir un diagnostic, puis là, en plus, on dit ça, dans ta tête, ça roule. Ouais, c'est vrai que souvent... Ça, après ça fonctionne pas, ça va être un antihistaminique, mais oublie pas, ça, c'est 4 fois par jour aux 2 heures. L'autre, c'est aux 3 jours aux 2 heures. Tu gardes ça au froid, puis tabarouette. Fait que- mais c'est un petit exemple de... Ouais. Puis c'était mon initiative, mais si ça... Ben voilà. C'est exactement ça. Puis, c'est la ressource la plus précieuse dans le réseau de la santé, c'est le temps. Autant le temps pour les médecins, le temps pour les patients. Hein, on n'a pas beaucoup de temps. C'est la seule chose qu'on ne peut pas dépenser à l'infini. Fait que tous les outils technologiques, toutes les façons qu'on a de s'organiser qui vont nous sauver du temps, ça donne la possibilité de, à ce moment-là, avoir un lien de qualité, donner des informations de qualité. Puis la principale qualité d'une bonne information, c'est celle que le patient comprend. Ouais, Fait que d'avoir des outils qui nous aident là-dedans, go, là, on a besoin de ça. c'est ça. Ouais, oui. C'est quoi la perception, Louis-Jean, que tu as des médecins? Des médecins spécialistes? Parce que, tu sais, veux pas, vous êtes au cœur de l'actualité. On entend beaucoup parler de ce qui se passe des négociations avec le gouvernement. Nous, en tant que citoyens, je te pose la question parce que tu en es un avant d'être un artiste. Qu'est-ce que l'écho des forêts te ramène? Ben moi, c'est ça. C'est comme un peu... je dirais, ça se passe sur 2 temps. C'est sûr qu'au départ, on comprend. Je pense que la grande majorité des gens font de leur mieux puis ils sont pas cons, là. Dans l'idée, on comprend qu'il y a une crise, il y a un manque. Il y a des besoins qui sont pas là. On entend beaucoup ce son de cloche-là. Ça nous prend un nouveau bloc opératoire, ça prend des choses. Puis là, moi, je comprends ces choses-là. Mais en même temps, ma vision du médecin spécialiste, pour moi, elle est très importante, de par le fait que j'en ai suivi quelques-uns, mais aussi, je veux dire, dans la société, là, je veux dire,
il y a une population vieillissante, il y a énormément de mots, de nouveaux mots MAUX là, qui naissent. Puis, fait que c'est sûr que je me dis, on serait vraiment mal pris d'avoir une grève des médecins spécialistes puis de ne plus avoir du tout de service comme ça, je pense. Une chance, parce qu'il n'y en aura pas de grève. Il n'y en aura pas. Notre code de déontologie nous interdit de faire une grève. Il n'y en aura pas de grève. Okay. C'est hors de question. Mais c'est justement ça le problème. C'est que devant un gouvernement qui, des fois, fait la sourde oreille, c'est comme si il n'y a pas d'autre façon que de faire des moyens de pression, alors que on n'a pas besoin de ça. Non. On n'a pas besoin d'un psychodrame à chaque 5 ans, les médecins, le gouvernement. Je veux dire, on peut-tu passer à autre chose? La majorité de mes collègues, là, on est aujourd'hui un lundi après-midi, là, c'est très rare, les médecins comme moi qui sont dans un studio d'enregistrement, là, ils sont dans les hôpitaux, dans les cabinets, ils veulent travailler. C'est ça qu'ils veulent. Fait que si on peut trouver un système de résolution des conflits, comme par exemple un arbitre, OK? Puis ça dit, tu présentes ça, puis l'arbitre prend sa décision, bien, c'est autant de temps sauvé pour tout le monde. Ouais. Puis là, tout le monde va faire ce pourquoi il est formé de faire, c'est-à-dire soigner des patients. Je veux dire, on est tout à fait d'accord avec les patients qui disent, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas les détails, c'est tout à fait normal. C'est ça. Puis, qui disent, ben, on peut-tu passer à autre chose? Full d'accord, on peut-tu passer à autre chose? Je caricature à l'extrême. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que vous négociez pour pouvoir finalement vous payer un 4e chalet? Absolument pas. Absolument pas. Je veux dire, tout ce qu'on demande, c'est de nous donner des équipes, du temps opératoire. Puis je vous le dis, là, dans la majorité des cas, c'est aussi simple qu'un bureau, un ordinateur. Dans mon hôpital, là, une imprimante. Obtenir une imprimante, là, ça a été la chaîne de courriel à l'infini. Là. Fait que on demande des fois des choses 3 fois rien, mais c'est essentiel pour qu'on fasse le travail pour lequel on a souvent une très grande passion. Là. C'est ça, notre passion. J'ai une question? Parce qu'on parle des fois, mettons, médecin, gouvernement. Mais à l'intérieur de cette espèce de grande maison des fous qu'on pourrait appeler le système de santé, il y a des choses à faire. Il y a de l'amélioration, j'imagine, dans l'administration, à qui on peut y a-tu trop de middlemen? Tiens, voilà ma question. Il y a... Middlewoman aussi. Ben, il y a trop de bureaucratie. Il y a trop de bureaucratie. Ça, on l'entend souvent. Puis je vais vous l'expliquer, là, il y a peu de gens qui savent que, vous savez, si tu es un comptable, la saison des impôts fait que tu sais que le comptable est le plus occupé. Ouais. Mais la saison des impôts fait aussi que nous, les médecins, on est plus occupés. Ah oui? Parce qu'il y a des formulaires d'impôts, de crédit d'impôt quand tu t'occupes d'une personne qui est très malade. Et ça, là, il y a juste les médecins qui peuvent le remplir. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est long de 17 pages. 17 pages. Pour un patient. Pour un patient. Fait que quand la saison des impôts arrive, là, on le sait tous, les médecins, là, OK, on va se booker plus de rendez-vous. Nos rendez-vous vont durer plus longtemps parce qu'il y a ce fameux formulaire de 17 pages. Puis ça, c'est le formulaire au fédéral parce qu'après ça, il faut remplir le 10 pages du provincial aussi. Donc, un petit 27 pages par patient. Comme ça. Et puis, il n'y a rien de soins directs au patient. Le patient, il ne va pas mieux après ça. C'est une obligation que le gouvernement fait. Il faut que... Puis c'est pas drôle pour les patients parce qu'ils doivent demander des rendez-vous. Ensuite, ils doivent revenir chercher leur... Parce que c'est évidemment là, rarement électronique. Là. Fait que c'est vraiment une perte de temps, de la bureaucratie. On peut-tu se défaire de ça? Et encore une fois, revenir à la base, soigner les patients, soigner des problèmes de sinus, des problèmes d'asthme. C'est exactement ça qu'il faut faire. Puis qu'est-ce qui excuse-moi, puis on dirait que j'anime. Non, mais c'est pour ça que tu es là. Est-ce qu'on devrait assister à une énième réforme de la santé? C'est tout ça qu'on veut, là? Créer une nouvelle réforme? Parce que on entend ce terme-là aussi dans les médias, la réforme de la santé. On a l'impression qu'elle ne se réforme pas pantoute. Ah ben là, c'est certain que si j'étais le ministre Dubé, là, je dirais pas ça. Qu'est-ce que vous lui diriez s'il est avec nous? Ouais. Ah, ben, je dirais, on peut prendre une pause pour les réformes, les structures,
la centralisation. Parce que c'est ça, hein, on veut centraliser, oui. Alors que c'est le contraire. Les études le montrent, les réseaux qui marchent bien, c'est ceux qui sont décentralisés. Oui. Les décisions sont prises vraiment au niveau du terrain parce que c'est eux qui connaissent la réalité. Ben oui. Puis, durant la pandémie, on voyait ça. Tu sais, la pandémie, là, c'était un problème qu'on n'avait jamais vu. OK? Et puis là, les hôpitaux, il y avait des hôpitaux où ça marchait bien, puis ceux où ça marchait pas bien. Puis en général, ceux où ça marchait bien, c'est parce qu'ils avaient décentralisé, ils avaient permis à leurs équipes de prendre des décisions. Puis là, à ce moment-là, ils savaient que c'était les meilleures décisions. Les hôpitaux où ça marchait mal, c'est ceux qui s'en remettaient au 2e, 3e palier en haut. Ça marche pas. Ça marche pas. Fait qu'en temps de crise, ça a développé ou ça a permis de mettre en valeur une certaine forme d'agilité organisationnelle et logistique. Oui. Absolument, absolument. Puis, vous savez, un hôpital, là, c'est comme une communauté. Hein? C'est des gens, des collègues qui sont très proches. Et puis, ils veulent que les choses marchent. Mais donnez-leur le droit de décider. C'est ça. Puis les réformes qu'il y a eu jusqu'à maintenant, ça détruit les communautés. C'est rendu des méga structures, des hôpitaux qui sont fusionnés ensemble. Fait que les gens ont l'impression que ça change rien. Fait que là, ils font plus rien. Ils attendent des directives qui sont forcément pas les bonnes. Puis ça fait que, justement, le réseau se réforme pas. C'est tellement quelque chose d'universel, je trouve, ce sentiment-là de centralisation versus décentralisation. On le voit en art, on le voit en musique. Pourquoi faire des espèces d'agglomérer des grandes compagnies puis, ou devoir, par exemple, suivre des grandes directives très générales quand on devrait faire du cas par cas? C'est du cas par cas. Le cas par cas, ça marche tout le temps dans la vie, là. En tout cas, à date, dans mon expérience. Puis, donc, finalement, on est en train de faire l'inverse de ce qu'on devrait. C'est ça? Oui, malheureusement, cette centralisation à outrance, ça fait que, vous savez, l'expression le mammouth, là, c'est vrai, c'est lent. Changer les habitudes, c'est lent. Mais confier les rênes, là, aux gens qui travaillent le plus proche du terrain, là, puis vous aurez des meilleures solutions, c'est certain. Parce que je l'entends là, à travers cette série d'entrevues puis d'entretiens, plusieurs spécialistes qui expriment un peu la même chose, c'est-à-dire on sait comment ça marche et parfois on se fait donner des directives où on a des contraintes par des gens qui ne connaissent pas notre réalité. Puis c'est pas qu'ils sont mal intentionnés, c'est juste qu'ils ne sont pas ça. Fait qu'il y a comme une certaine forme de rupture, de fracture dans l'échange entre ceux qui ont les cordons de la bourse ou le pouvoir décisionnel versus ceux qui sont des soignants. Ben, c'est exactement ça. C'est qu'il y a une espèce d'illusion qu'on a de dire qu'on va améliorer les choses en faisant des directives qui émanent de Santé Québec, mettons, puis qui vont dans les hôpitaux, puis ensuite qui vont dans les cliniques. Et non, il y a une personne, aussi talentueuse soit-elle, une équipe aussi clairvoyante soit-elle, peut pas imaginer tous les problèmes. Il faut que l'information vienne de là. Oui. Puis oui, il faut une structure pour coordonner. Là, je dis pas que c'est le Far West, là où tout le monde est indépendant, mais que ça bouillonne, que les idées viennent de la base, ça, c'est l'essentiel. C'est déjà assez difficile de devenir médecin dans la vie, comme ça, on devrait les laisser travailler puis faire leur job. Ouais. Avez-vous déjà voulu lancer la serviette? La réponse sincère, des fois, oui. Oui. Et puis, ce qui me ressaisit, encore une fois, ça peut être très, des fois, déprimant d'entendre parler de tout ça, mais c'est la relation que j'ai avec mes patients, avec leur famille. Ça fait 26 ans que je travaille. Puis, de temps en temps, je la retrouve comme ça. Puis ça m'aide à continuer. Est-ce que je peux vous raconter une petite histoire? Oui, on est là pour ça. Parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Là. C'est arrivé il y a 2 semaines. Je m'occupais d'une patiente âgée. Elle avait 70 ans, puis malheureusement très malade. Puis son état se détériorait. Et puis à la fin de la journée, j'ai appelé sa sœur parce qu'elle n'avait pas d'autre famille. Puis je lui dis la vérité. Je lui dis, elle ne va pas très bien. Elle risque même de décéder. Puis effectivement, le lendemain, tôt le matin, elle est décédée. Puis sa sœur est venue.
Et puis, c'est moi qui ai annoncé. Puis en passant, ça, c'est un des problèmes. Il n'y a pas de salon des familles. Il n'y a pas d'endroit humain où on peut rencontrer puis annoncer une mauvaise nouvelle. Ça se fait dans un corridor, dans votre bureau. Ça se fait. On a trouvé un bureau à la dernière minute. Là, c'était vraiment poche. Mais elle a pris le temps de me parler de sa sœur. Elle m'a montré des photos de comment elle était quand elle était plus jeune. On est allé la voir. Et puis là, elle a dit adieu. Elle a dit « Au revoir, tu as été une bonne sœur pour moi, je te remercie. » J'ai trouvé ça tellement touchant, ce moment-là. Oui. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un métier fabuleux. Et ça, là, ça paraît nulle part dans les statistiques du réseau. Hein? Jamais le ministre va savoir qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là. Ça paraît dans aucune statistique. Mais c'est pourtant l'âme même de notre travail. C'est de soigner des gens qui font partie d'un réseau, qui sont aimés par d'autres. C'est ça que je vous dirais. Puis cette histoire-là, il y a plein de mes collègues qui l'ont vécue. C'est ça qu'on veut préserver. Fait que, comme tu dis, oui, laissons-nous travailler là, la politique, les négociations, tout ça. C'est ce noyau-là qu'on veut préserver. C'est ça qui nous anime tous. Ça rend le truc vraiment plus humain, hein? Oui. Parce que c'est ça, il y a une approche... En fait, ce que vous avez vécu là, ça ne s'enseigne pas nécessairement à la faculté de médecine. Vous êtes préparé à ça, j'imagine quand même. Vous savez que vous allez vivre des situations tristes, dramatiques, déchirantes, mais il y a une certaine humanité qui ressort du métier et que vous devez insuffler dans vos relations qui va au-delà des manuels. Bien, c'est vrai, ça ne s'enseigne pas. Ça se vit. OK? C'est tout le long d'une carrière, on a des moments comme ça, des moments uniques. Et puis, j'ose croire que j'ai aidé cette personne-là. Je n'ai pas aidé sa sœur, est décédée, mais je lui ai parlé. Mais je vous dirais que c'est pour moi-même. Ça m'a vraiment centré sur qu'est-ce qui est important dans mon travail. Et c'est des gens. C'est tout simplement des gens. Pourquoi on fait ça? Voilà. Louis-Jean, à la lumière de ce qu'on entend comme problématique dans le système et comme engagement des médecins spécialistes et de tout le personnel qui travaille en santé, qu'est-ce que tu nous souhaites collectivement? En tant que citoyen, ben c'est sûr que moi, j'ai beaucoup été touché par cette idée de décentralisation puis d'y aller sur le terrain, tu sais. De se ramener à la base de pourquoi on fait ça. C'est des questions philosophiques qui me font triper. Moi, je resterais pendant 4 heures à parler juste de ça. Mais c'est vrai que ce sujet-là du grand système de la santé puis des médecins spécialistes, ça traîne depuis longtemps. On dirait que des fois, il y a une espèce de forme d'impatience qui naît là, parce que tu dis « Hey, nous autres, on fait, en musique, on est rendu très, très loin dans la technologie. On parlait de technologie. Ça va tellement vite. On peut faire un album avec un ami à Berlin, un ami à Tokyo, puis un ami à Los Angeles, puis ça se fait en une semaine, puis c'est fait. Donc, s'il vous plaît, on arrête-tu de s'envoyer des fax, peut-être? Puis, en tant que citoyen, moi, je demanderais l'abolition du fax, puis de la création de belles plateformes qui vont faciliter la transaction de données, puis tout ça dans le but de sauver encore plus de vies, puis de faire encore plus de bien aux gens, puis d'accompagner les patients jusqu'à leur dernier souffle, à quelque part, de belle façon, dans un contexte où on a beaucoup, beaucoup de gens âgés et de plus en plus des populations vieillissantes. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération, les jeunes qui s'en viennent, qui vont prêter serment, les futurs cohortes de médecins? Ouais? Moi, je trouve, j'ai beaucoup d'admiration parce que ça fait 26 ans que je suis médecin. Quand j'ai fini mes études en médecine, la médecine était pas mal plus simple qu'elle l'est aujourd'hui. Je veux dire, pour le diabète, il y avait 2, 3 médicaments. Là, il y en a comme 15. C'est fou, là. C'est super complexe. Puis là, la thérapie génique, l'intelligence artificielle. Là, tous ces jeunes-là, ils doivent maîtriser tout ça. Puis, en même temps, rester humain,
hein, pas oublier l'essentiel de leurs soins. Fait que chapeau, ils sont vraiment bons. Là. Si vous soyez un jeune médecin, là, la prochaine fois, là, je vous dis, il est hot. Il est vraiment bon. C'est fou quand même, hein? Ça change avec le temps. Puis j'allais juste dire une dernière affaire, OK? Je veux juste rapper l'affaire. Moi, là, je sors d'ici, OK? En sachant que pour améliorer le sort du système en ce moment, on n'aurait pas nécessairement besoin, a priori, d'injecter plus d'argent. Ça a parti comme ça. Il y a eu une phase tantôt. Okay. C'est sûr que on aimerait ça. Mais il y a du travail qui pourrait être fait en dehors de ça, qui est plus de l'ordre des avancées technologiques puis de la décentralisation. J'ai-tu bien résumé notre podcast un peu? Là? Absolument, absolument. Il y aura toujours de l'argent nécessaire. Oui, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il pourrait être mieux dépensé? Est-ce qu'il pourrait être mieux investi? Est-ce qu'on pourrait en avoir plus pour notre argent? Le retour sur l'investissement pourrait être mieux. Puis oui, ça prend des outils, ça prend de la bonne volonté. Oui, on a une partie à faire. Il faut être ouvert au changement. C'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins dans votre entourage, parce que vous en côtoyez de par votre position comme interniste? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont à bout? Malheureusement, il y en a pas mal. Puis c'est vraiment triste parce que c'est des gens, c'est mes collègues, hein, on les voit, puis des fois, ils s'en rendent pas compte. Ah non, hein? Mais tout d'un coup, là, un collègue qu'on avait, un gars super sympathique, il devient irritable. Il s'isole, il ne va plus luncher avec nous. C'est triste. Puis là, on le sait, là, quand ils sont comme ça, là, la seule chose qui va les aider, c'est s'ils prennent un break, parce que le travail est devenu toxique pour eux. Là. Puis c'est ça qui est dommage. C'est qu'on sait, là, toute l'expertise, cette personne-là, mais elle va devoir être sur la touche pendant je ne sais pas combien de temps. Les premières personnes qui seront affectées, ça va être ses patients. Fait qu'est-ce qu'on peut des fois intervenir avant, en amont? On peut faire en sorte que le réseau ne soit pas toxique pour certaines personnes? On va les garder en santé. Ils vont même prolonger leur carrière. J'ai envie d'entendre Louis-Jean, pas chanter, mais Louis-Jean, le citoyen. Le citoyen, oui. Qu'est-ce que tu entends sur les médecins, sur leurs revendications, sur les médecins spécialistes là, au sens large? Si je me mets dans la position du médecin spécialiste qui a sûrement plein de challenges, plein de défis. Mais si je me mets dans la peau du citoyen moyen, il y a quand même ça qui trame. Là. Voyons donc, ils veulent-tu encore plus d'argent, puis c'est pas assez des gros salaires, puis c'est ça, cette impression que les médecins spécialistes se plaignent le ventre plein. Ça vous fait quoi, ça, Dr. Douane? Bien, d'abord, on le sait. On le sait qu'il y a cette impression-là. Ça existe. Hein, les médecins, d'abord, ils se prennent pas pour rien. Hein. Les médecins un peu divas. Les médecins qui veulent toujours plus d'argent. Moi, je vous dirais, là, on est à des années-lumière de ça. Demandez n'importe quel médecin spécialiste, il va vous répondre la première chose, donnez-nous les moyens de faire notre travail. Donnez-nous les ressources. Donnez-nous les équipes, les professionnels formés, les outils technologiques. C'est ça qui est important pour nous, parce que c'est ça qui, au bout de la journée, nous permet de faire notre travail, soigner nos patients. Puis je vous l'ai dit, là, ce que je trouve de plus précieux là, dans ma pratique, c'est ce temps que j'ai one-on-one avec le patient. C'est ça que je veux sauver, puis c'est ça que je veux faire fructifier si j'ai les moyens de le faire. Dans votre pratique, vous côtoyez aussi des proches aidants? Les gens qui accompagnent vos patients, est-ce qu'ils sont outillés pour bien aider leurs proches qui souffrent ou qui vivent des enjeux graves de santé? Bien, ça, c'est une question super intéressante. Puis en passant, je vais faire une plug, là, je m'assume. Là. Yes! Moi, je fais partie du conseil d'administration de la fondation de la Fédération des médecins spécialistes. Puis notre fondation, la seule cause qu'on a, c'est de venir en aide aux proches aidants. OK? Et puis ça, c'est un terme là, que je ne connaissais pas moi-même il y a quelques années. Là. Mais oui, je veux dire, si tu es médecin, tu as forcément travaillé avec des proches aidants. Et même que moi, ça me rassure. Je ne sais pas à ton rendez-vous si tu étais avec quelqu'un qui t'accompagnait. Non. Ben moi, je peux te dire,
quand je vois un patient accompagné d'un proche aidant, que ce soit son conjoint, sa conjointe, son père, ça, je suis toujours rassuré. Parce que là, ils sont deux pour comprendre mes explications. Oui. Ils sont deux pour poser des questions. Puis après, justement, mon rendez-vous, ils peuvent réexpliquer. Non, c'est pas comme ça que j'ai compris ça. C'est ça qu'il t'a dit. Ah oui. Fait que les proches aidants, pour nous, là, wow, ça nous rassure. On sait que on n'est pas tout seul. On sait qu'il y a justement quelqu'un qui va appuyer notre patient. Maintenant, le problème, c'est que être proche aidant, là, c'est épuisant dans certains cas. Ben oui. C'est taxant. C'est des gens qui doivent s'absenter du travail. Exact. Ouais. C'est des gens aussi qui sont un peu pris parce que, tu sais, ils se considèrent souvent pas comme des proches aidants. Oui, ils disent... c'est intéressant, ça. Voilà. Dr Chabot, qu'on reçoit dans un autre podcast, C'est malade, elle est en gériatrie, puis elle disait souvent, les proches aidants ne réalisent pas qu'ils le sont. C'est ça. C'est en discutant avec eux qu'ils font, mais c'est vrai que je oui. consacre énormément de mon temps à aider mon proche. Puis c'est normal parce que c'est le lien affectif qui unit avec le patient qui prime. Donc, ils disent, non, je fais juste être un mari, une épouse par amour, mais en même temps, le risque avec ça, c'est qu'ils prennent ça pour acquis, que c'est normal. C'est normal que tu dois t'absenter du travail. C'est normal que tu dois t'inquiéter. C'est pas normal, puis c'est exigeant. Et nous, ce qu'on veut à la fédération, à la fondation, c'est qu'on veut valoriser ce rôle-là. On veut les amener à consulter des ressources parce qu'il y en a des ressources. Hein? Il y en a des ressources pour les aider. Puis des fois, juste ventiler, juste dire, j'ai le droit de dire que je suis fatigué. J'ai le droit de dire que je suis épuisé. Ah oui. Hein? Qui pensent pour une fois à eux. Oui, parce que souvent, ils vont se dire, je peux pas me plaindre. Oui, L'autre est tellement oui. mal en point, puis j'ai pas le droit de... Ben oui, c'est ça. C'est vrai. Puis l'autre jour, j'ai juste fait une petite expérience. Hein. J'ai vu justement ma patiente qui avait la démence d'Alzheimer, puis sa fille l'accompagnait. En passant, c'est souvent des filles, les proches aidants, là, c'est souvent des femmes. Et puis, je la voyais, elle est très tirée, elle était épuisée, puis je voyais dans le dossier, c'est vrai, sa mère était à l'hôpital souvent, là. Fait que là, j'ai juste dit, merci pour le travail que vous faites. Ça coûte rien, là. J'ai juste dit merci. Puis là, tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer, là. Et je sentais tout le poids qui se libérait de ses épaules, de dire qu'enfin, il y a quelqu'un qui fait juste le remarquer. Ouais. Juste ça, ça fait une énorme différence. Fait que merci, les proches aidants. Une chance que vous êtes là. C'est beau de comprendre que dans le métier que vous exercez, le proche aidant joue un rôle important. Tu sais. C'est ça. Parce que souvent, on pense juste à accompagnateur. Il va te lifter, il va t'amener, il va te ramener. Il va pas, mais non, il joue un rôle important de double compréhension des directives. Puis souvent, avec un patient qui est peut-être même plus en possession de ses moyens, ne peut même pas se rappeler de ce que vous êtes en train de dire. Là. Oui, puis il va jouer un autre rôle essentiel qui est, il va défendre le patient. Okay? Parce qu'on va se le dire, le réseau, des fois, là, c'est un peu inhumain. C'est confrontant. C'est confrontant. Ah oui. Et donc, le proche aidant, il va prendre la défense du patient. Il va dire, non, c'est pas vrai, là. Vous m'avez dit que le CLSC allait venir, il est pas venu, c'est pas vrai. Ouais. Donc, il joue ce rôle-là. Et encore une fois, les proches aidants, le réseau a une relation des fois transactionnelle avec les proches aidants. C'est-à-dire, on les trouve bien beaux lorsqu'ils s'occupent de nos patients. Mais quand ils vous challenge, vous les trouvez gossants. Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors, ça, j'aimerais ça que ça change, justement, de les accepter à part entière. Si tu fais confiance au proche aidant pour s'occuper de ton patient, fais-lui aussi confiance lorsqu'il dit que ça ne marche pas. Écoute-le. C'est ça la... Il n'est pas une menace. Non, il n'est pas une menace. Il veut la même chose que toi. Ouais. Il veut améliorer la qualité des soins. Puis encore une fois, là, les médecins, j'en connais, on peut faire mieux. On peut faire de la place aux proches aidants, mais justement, éviter cette relation transactionnelle puis de les accepter tels qu'ils sont. Ouais. Vraiment, là... Tu sais, tout à l'heure, on utilisait des expressions comme « sur le terrain ». Tu sais, le proche aidant est probablement le plus proche du terrain, du cas par cas, comme je disais tout à l'heure, de ce patient-là. Tu sais. Parce que, encore une fois, on a toujours des espèces de tendances à généraliser, à vouloir
uniformiser, conformiser les trucs. C'est super intéressant, docteur, d'en apprendre plus sur votre vocation, sur votre pratique, mais aussi l'implication auprès de la Fondation, justement, qu'aident les proches aidants, votre sensibilité, votre humanité. Puis aussi, j'ai trouvé que dans votre témoignage, il y a beaucoup d'humilité. Tu sais, on n'a pas tous les outils qui nous permettent d'avancer à la vitesse qu'on voudrait, mais on est capable de se regarder en pleine face puis de se dire, hey, oui, il y en a qui sont réfractaires. Oui, des fois, on se sent challengé par des proches aidants. Oui, des fois, on peut faire mieux. Puis ça, je trouve que ça démontre une réelle volonté que les choses aillent mieux. Tu sais, de regarder l'autre puis de dire, mais tu sais, de regarder l'ensemble puis de commencer par se regarder soi-même, je trouve que c'est nice. C'est nice. C'est malade. Merci. Je vais dire à ma mère d'écouter notre émission. Elle va être très fière de son fils. Mais merci beaucoup. Puis si ça peut aussi nous permettre d'être plus sensible à ce que vous faites, les internistes, on connaît le mot médecine interne, mais je pense qu'on a une meilleure compréhension, en tout cas avec ce que vous nous avez raconté de ce qui occupe vos journées, puis quelles sont vos préoccupations, puis ce qui vous passionne dans les soins. Puis encore une fois, là, je ne veux pas faire de la fausse modestie, mais ce que je vous dis là, n'importe quel de mes collègues vous aurait dit la même chose. OK? On est tous dans la même situation. Puis là, je sais que dans l'expérience que les patients ont avec nous, c'est pas ça qui transpire parce que, oui, on a un petit décorum, oui, on a une assez haute opinion de nous-mêmes, mais fiez-vous pas à cette apparence, fiez-vous pas juste ça. Derrière le médecin, Sarro, tout là que vous voyez là, on est tous comme ça. On veut que les choses aillent mieux. Merci beaucoup, Dr. Duong. Merci beaucoup, Louis-Jean Cormier. Merci de suivre cette belle série de podcasts qui s'appelle « C'est malade ». C'est une initiative de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Je m'appelle Pierre-Yves. Ce serait le fun de vous revoir. Merci.